Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici la 41e leçon de la formation ornitho des oiseaux de France, et celle-ci traite des faucons. Plus précisément, nous allons approfondir, parce que nous avons déjà parlé des faucons à la leçon 13, mais dans le cadre de l'introduction aux rapaces. Si vous êtes complètement perdu par rapport aux rapaces, il est donc conseillé de voir cette leçon 13 avant celle-ci. Logiquement, à ce stade, vous êtes capable de distinguer en faucons, dans Accipitridés, les Accipitridés étant la grande famille de rapaces, qui inclut des petits comme les éperviers, des énormes comme les vautours, des très grands comme les aigles, et tous les intermédiaires que sont les milans, les busards, les buses, les bondrées, etc. Pour ce faire, vous avez des outils, le plus utilisé étant celui qui compare le faucon cresserelle, le faucon le plus commun d'Europe, avec l'épervier d'Europe, un accipitridé commun, qui peut éventuellement être confondu avec le faucon cresserelle, mais il présente justement les caractéristiques des accipitridés, en particulier d'avoir des doigts. Quand on dit des doigts, il s'agit en fait des rémiges primaires externes qui sont émarginées et qui donnent l'impression qu'il y a des doigts sur une main. Ce sont évidemment des plumes sur l'aile primaire et ça n'a rien à voir avec des doigts réels. Une fois que vous connaissez l'identification de la famille, il n'y a qu'un seul genre en Europe, c'est le genre Falco. Il existe d'autres genres ailleurs, dans la famille des Falconidés, en particulier le plus gros de tous, le macaga rieur, que je vous mets ici à l'écran pour le plaisir. Vous pouvez aller voir sa fiche si vous le souhaitez, elle est sur l'encyclopédie holistique. Mais ici, on va donc se concentrer sur le genre Falco, le seul qui se rencontre en Europe. J'ai trouvé sur Internet, sur ce compte Flickr, une photo intéressante qui montre deux espèces exotiques pour nous. Il s'agit à gauche du faucon des prairies, Falco mexicanus, et à droite du cresserelle d'Amérique, Falco sparverius. Ce qui est intéressant ici est de voir la différence de taille entre un grand faucon et un petit faucon. Par rapport aux oiseaux d'Europe, le faucon des prairies correspond plus ou moins à notre faucon lanier, où il est un petit peu plus petit, très proche dès lors du faucon pèlerin. À droite, le cresserelle d'Amérique est plus petit que notre faucon cresserelle. Il est plus ou moins de la taille d'un faucon émerillon, qui est le plus petit faucon d'Europe. Je vous montre ça parce que je voudrais rappeler que la différence de taille, comme vous le voyez ici, peut être tout à fait considérable. Un faucon des prairies ou un faucon pèlerin peut parfaitement attraper et manger un faucon émerillon ou un cresserelle d'Amérique comme ici, au même titre qu'une tourterelle dont la taille est équivalente. Donc, normalement, si on pouvait estimer la taille, eh bien, on n'aurait aucune difficulté pour distinguer certaines espèces. Toutefois, en plein ciel, sans point de comparaison, ici on a un point de comparaison, mais sans point de comparaison, c'est impossible d'estimer correctement la taille d'un oiseau qui plane en plein ciel. Alors, s'il bat des ailes, c'est un petit peu différent, parce que le rythme de battement d'ailes est inversement proportionnel à la taille. Plus l'oiseau est petit, plus il bat vite des ailes. Ça dépend évidemment aussi de la forme de l'aile. Un épervier d'Europe, qui a une aile nettement plus courte qu'un faucon cresserelle, bat donc des ailes de façon plus rapide. Maintenant, c'est une généralité. Selon ce qu'il fait, s'il chasse, s'il se déplace tranquillement, s'il parade, il ne va pas battre les ailes au même rythme. Donc, c'est un critère intéressant, qui ne se voit pas sur photo, et donc dans le cadre des exercices qui vous permettent d'apprendre à identifier les oiseaux, ne vous basez pas sur la taille. Par contre, on peut voir des différences de proportion. On voit que le corps ici est beaucoup plus massif chez le faucon des prairies. Mais de dos, c'est pas évident. On va voir des photos de dessous, d'espèces de chez nous, et vous verrez que la différence de forme du corps chez les gros par rapport aux petits est assez nette. Vous voyez à l'écran une série de faucons d'Europe. Tout d'abord, on voit plus souvent les faucons en vol que posés. Quand ils sont posés, ils peuvent être difficiles à repérer, ils peuvent être cachés dans la végétation, leurs nids sont très discrets, et donc la plupart des observations ont lieu en vol. Ainsi, ce genre de planche, c'est sympathique,
mais ça ne vous aidera pas à identifier la majorité des individus que vous voyez. Beaucoup plus important, les faucons sont des oiseaux variables. Pas tous aussi variables que la buse variable, mais variables parce qu'il y a des différences d'âge, de sexe dans certains cas, c'est plus rare. Chez les cresserelles, oui. Chez le faucon pèlerin, il y a des différences de proportion entre le mâle et la femelle, mais ils ont plus ou moins le même plumage, comme chez le faucon obro et bien d'autres. Il y a des différences de sous-espèces qui peuvent être considérables, et comme ce sont souvent des oiseaux migrateurs, on peut voir plusieurs sous-espèces au même endroit. Par exemple, si vous êtes en région méditerranéenne, vous pouvez voir la sous-espèce Brochei locale du faucon pèlerin, qui est plutôt petite et assez foncée. Vous pouvez voir le faucon pèlerin nominal. Quand on dit la sous-espèce nominale, on répète le nom d'espèce, donc c'est Falco peregrinus peregrinus, qui niche dans une majeure partie de la France, en Belgique, en Allemagne, et puis qui peut se rencontrer en région méditerranéenne lorsqu'il n'est pas en train de nicher, que ce soit des jeunes ou des adultes en dispersion postnuptiale, par exemple, ou alors même la grande sous-espèce migratrice qui vient du nord. Quand on dit grande, c'est un grand migrateur, mais c'est surtout un oiseau de grande taille qui peut se confondre parfois avec le faucon gerfaut, qui est le plus grand faucon du monde, le plus grand falco du monde, qui est Calidus. Cela rend l'identification des faucons pèlerins un peu plus compliquée. Alors on peut les confondre avec quoi? Et c'est là qu'on rentre dans une des particularités de cette leçon, c'est que j'ai voulu mettre dans la liste à peu près tous les oiseaux qu'on voit en France, les oiseaux de cette famille. Alors qu'il y en a qui sont très rares. En fait, concrètement, quand vous voyez un grand faucon en France, encore plus en Belgique, en Suisse, c'est un faucon pèlerin. Mais, de un, il existe des possibilités, rarement, de voir un faucon égaré, que ce soit des jeunes en dispersion, que ce soit en migrateur, voire des adultes en recherche de nouveaux territoires de nidification. Il y a le faucon lanier. Il niche en Italie, il est assez rare, donc la probabilité de le voir en France est faible, mais n'est pas nulle. Il y a le faucon gerfaut. Lui, c'est un oiseau du Grand Nord, il vient hiverner plus au sud, mais normalement, il n'atteint pas la France. Mais ça peut arriver, et c'est déjà arrivé. Il y a le faucon sacre. Le faucon sacre est passionnant, même malheureusement, il est très menacé. Il reste une population significative en Hongrie parce qu'il fait l'objet d'un programme de conservation assez poussé, dirais-je, mais malheureusement, dans les grandes plaines d'Europe orientale où avant il était répandu, il est devenu rare. Il est plus commun en Russie, en Ukraine et de façon générale en Asie centrale. Il migre et il s'observe régulièrement au Moyen-Orient jusque dans l'est de l'Afrique, où il est rare, mais où on l'observe quand même. Et donc, de temps en temps, un oiseau s'égare en France. Donc ça fait 3 grands faucons rares. Mais ce sont des oiseaux qui sont utilisés par la fauconnerie. La fauconnerie consiste à utiliser des faucons pour chasser. Donc on apprivoise le faucon, on lui apprend à aller chercher des proies, de les ramener. En récompense, il reçoit une nourriture, évidemment, qui est au moins aussi intéressante que la proie qu'il a rapportée, qui est facile à manger. C'est un petit peu une technique ancestrale, et c'est sous cette excuse que cette chasse, qui n'a absolument pas lieu d'être, comme toutes les chasses d'ailleurs, est encore pratiquée par certaines personnes, au nom de la tradition. Je ne vais pas aller plus loin dans la fauconnerie, mais il faut se rendre compte que quand on modernise, ou plutôt quand on utilise des moyens modernes pour prolonger la vie artificiellement d'une pratique dépassée, on peut faire beaucoup de dégâts. Le plus connu est en Afrique du Nord. Les chasseurs moyen-orientaux, qui viennent principalement d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, mais je ne doute pas qu'il y en a dans tous les pays de la péninsule arabique, avaient une tradition de chasse aux faucons. Mais cette tradition
lorsqu'elle avait lieu il y a des centaines, voire des milliers d'années, faisait peu de dégâts. Je n'essaie pas de la justifier, je dis simplement que son échelle et l'inaccessibilité des grandes zones désertiques d'Arabie faisaient que les proies, les gibiers, comme disent les chasseurs, eh bien, étaient abondants et la chasse avait peu d'effet. Mais avec les moyens modernes, qui commencent par avoir des routes qui vont un peu partout, qui consistent à avoir des véhicules tout-terrain qui vont partout, qui consistent à avoir des GPS qui évitent qu'on se perde, qui permettent de vérifier toutes les zones qu'on a quadrillées, etc., on fait que rapidement, les gibiers favoris des chasseurs de la péninsule ont quasiment disparu. Il s'agit notamment de l'outarde McQueen, ancienne sous-espèce de l'outarde Houbara, qui est vraiment le gibier apprécié de ces chasseurs. Ayant totalement décimé la population sur la péninsule, plus récemment, depuis une quarantaine d'années, ils vont en Afrique du Nord. Et en tant que guide ornithologue au Maroc, où j'ai travaillé notamment entre 1991 et 2006, eh bien j'ai vu disparaître sous mes yeux l'outarde Houbara. Il faut savoir que certains pays, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats, ont investi des millions pour mettre des centres de conservation, disent-ils, au Maroc, pour sauver l'outarde Houbara. En réalité, il s'agit de repeupler pour pouvoir continuer la chasse. Donc, avec cette pratique de chasse aux faucons, l'outarde Houbara, qui était un oiseau sauvage, qui faisait partie de l'écosystème, de façon tout à fait constructive, comme tout animal, est devenu une sorte de faisan qu'on relâche pour le plaisir des chasseurs. Donc vous voyez, la chasse aux faucons n'a rien à envier en ridicule à la chasse aux fusils. Si vous voulez en savoir plus sur le problème de la chasse en général, sur les populations animales, je vous invite à aller voir ma vidéo, j'ai toute une vidéo qui explique les problèmes de la chasse d'une manière dont vous n'en avez jamais entendu parler, à mon avis. Maintenant, voyons les choses un peu plus sérieuses pour l'identification. On a parlé plus de 10 minutes des faucons et vous n'avez pas appris à les identifier. En réalité, vous avez pas mal d'outils sur mon site internet. Le premier que je vous invite à lire s'intitule « La longueur de la queue en vol ». La longueur de la queue est très intéressante pour reconnaître les faucons entre eux. Vous avez ici un exemple avec un accipitridé, les lagnons blancs, qui est d'ailleurs un des accipitridés qui ressemble plus à un faucon, mais qui a une queue beaucoup plus courte. C'est expliqué. Mais vous avez ici en noir et blanc une comparaison entre le faucon cresserelle et le faucon hobereau, qui sont deux des faucons les plus communs qu'on a en France. Je pense les deux les plus communs, on peut le dire. Certainement au printemps et en été, puisqu'en hiver c'est le faucon émerillon qui est là, mais le hobereau est absent. Eh bien, on voit que la différence de longueur de queue est assez radicale, une fois qu'on comprend comment il faut la mesurer. C'est un critère très intéressant. Une fois que vous avez compris ce critère, vous pouvez l'appliquer quasiment sur toutes les espèces. Le faucon pèlerin a une queue très courte, plus courte que celle du hobereau. Le faucon lanier a une queue longue, un peu comme celle du faucon cresserelle, mais c'est un gros faucon. Je vais en reparler de cette différence entre les gros et les petits sans pouvoir estimer la taille. Le faucon sacre a également une queue très longue. Le faucon cobèze ressemble assez bien au faucon cresserelle, mais la queue est un peu plus courte, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, je n'ai pas encore de page comparative sur les faucons, sauf sur une page que j'ai appelée une page promotionnelle. En fait, petite parenthèse encore, on est en train de mettre en place un système pour pouvoir publier une page tous les jours, comme le voulait le projet à l'origine, sachant que quand on n'a pas suffisamment de photos, pas de sponsors, pas de photographes qui nous aident, on va faire des pages simplifiées. J'ai fait un premier essai, le 9 février 2022, avec la page du faucon d'Eleono, dont je vous mets le lien dans la leçon. Si vous ouvrez cette page, vous allez en bas de page, vous voyez, elle est assez longue, il y a un petit peu de pub, enfin bon, c'est pas ça qui compte ici pour l'instant. Vous avez un comparatif entre 4 espèces. Alors, ça ne fait pas toutes les espèces de France, mais ça vous donne beaucoup d'indications. À gauche, vous avez le faucon pèlerin. Remarquez comme son corps est massif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux autres. Je dirais qu'il a encore de buses, d'autour des palombes, alors que les autres ont clairement des corps de petits rapaces. Notez aussi les ailes beaucoup plus larges à la base.
chez le faucon pèlerin. Eh bien, ces différences sont valables pour tous les grands faucons. Les faucons sacre, lanier, gerfaut sont plus gros que le faucon pèlerin. Ils ont tous les trois une queue plus longue. C'est pas difficile, c'est le pèlerin qui a la queue la plus courte. Et donc, vous avez déjà une bonne indication pour aller chercher dans la bonne catégorie. Je ne vais pas du tout vous parler de l'identification des grands faucons ici. Pourquoi ? Parce que, en plus des égarés dont on a parlé, c'est pas facile d'identifier un égaré, certes, mais plus souvent encore, on voit des oiseaux échappés de fauconnerie. Or, non seulement ils peuvent avoir été abîmés par l'activité humaine, mais surtout, ils sont souvent hybridés. Les fauconniers aiment d'hybrider des faucons pour leur qualité. Hybridé en faucon pèlerin, le plus rapide du monde, l'oiseau le plus rapide du monde d'ailleurs, avec le faucon gerfaut le plus gros, pour avoir un gros faucon rapide. Mais il y a aussi des hybrides entre le faucon sacre, le faucon lanier, qui sont des oiseaux très proches, le faucon lagare, qui vient de la région indienne, qui ne fait pas partie de notre leçon, mais vous pouvez voir en hybride entre un faucon lagare et un faucon pèlerin, en France par exemple, échappé donc de fauconnerie. L'identification est extrêmement difficile. Je serais incapable de vous en faire en cours, et si j'en étais capable, il faudrait en faire plutôt tout en bouquin, voire une série de vidéos, et sûrement pas une leçon dans le cadre de cette formation. Donc ici, on s'en tient au plumage de base. Ce que je vais faire par contre, c'est vous montrer qu'il y a une fiche sur le faucon lanier, parce qu'on y dit plein de choses intéressantes. Le faucon lanier, c'est un beau gros faucon. Il fait partie de ces grosses espèces qui chassent vers le sol. Donc le faucon pèlerin est le plus rapide du monde parce que c'est le gros faucon qui chasse les oiseaux. Le faucon lanier, comme le gerfaut et le sacre, ont plus tendance à chasser vers le sol et consomment beaucoup de mammifères. Donc ça vous donne une idée de la forme de ces grands faucons, je dirais, qui chassent de façon terrestre. Ensuite, sur cette fiche, je compare un jeune et un adulte. Vous voyez qu'il y a une grosse différence de plumage, il y a une différence de forme. Eh bien, ces différences sont valables chez les trois gros faucons. Par exemple, vous voyez les couvertures sous-alaires plus foncées à gauche chez le jeune que chez l'adulte à droite, qui a moins de contraste. Eh bien, vous retrouvez la même chose chez le sacre, par exemple. Ensuite, on vous y montre aussi comment est-ce que la forme de l'aile change en fonction de l'attitude de l'oiseau. Vous voyez ici, c'est un montage, vous avez un jeune individu, à gauche il ouvre les ailes, il commence seulement une attitude de plongée, il donne quelques coups d'aile, ici on ne le voit pas sur la photo, mais il descend son aile vers le corps au milieu, et puis il replie encore plus son aile à droite pour partir en piqué. Et en bas vous le voyez en pleine vitesse. C'est une attitude que l'on retrouve évidemment chez d'autres faucons, parce que j'ai eu la chance de le photographier chez le faucon lanier. Par contre, quand on voit un de ces gros faucons planer, les ailes toutes ouvertes, pour augmenter la portance, eh bien, il peut presque ressembler à un accipitridé, à une bondrée, une buse, etc. Mais notez la queue très longue chez ces grands faucons. Et quand même, si vous deviez compter les doigts, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont très courts, alors que chez les accipitridés, vous pourriez compter facilement sur une telle photo. Donc, je vous invite à aller voir cette page sur le faucon lanier. Revenons à notre comparatif. Nous avons trois petits faucons à droite. Mais le faucon d'Éléonore, il est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'intermédiaire entre les grands et les petits. Il est plus grand que tous les petits, en taille, mais c'est surtout parce que sa queue est très longue, ce qui rajoute des centimètres, et ses ailes sont très longues, donc il a une envergure considérable. En général, il n'y a pas de difficulté à l'identifier, notamment grâce à son énorme queue et ses très longues ailes très pointues. C'est vraiment j'ai envie de dire, le plus faucon de tous les faucons. Sinon, au niveau du plumage, eh bien, il peut ressembler, quand il est en forme claire, ah oui, parce que chez les faucons, il y a aussi parfois différentes formes, ou qu'on appelle parfois phases, mais c'est une erreur dans la littérature de les appeler phases, parce que ce n'est pas par phase, ce sont des individus différents. On les appelle aussi morphes, mais c'est un anglicisme, puisqu'on dit morph pour dire forme en anglais. Donc moi j'utilise plutôt forme. Même si, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec la forme, on parle bien ici du plumage. Donc, en forme claire, le faucon hobro
et le faucon d'Éléonore peuvent se ressembler, mais ils ont une forme assez différente. Il y a aussi une forme sombre du faucon d'Éléonore qui est tout noirâtre. Alors, les vrais petits faucons, ici je compare le faucon obro et le faucon cobèze, qui sont souvent confondus. Le faucon cobèze, à droite, est plus compact, il a des ailes un peu plus larges, moins pointues, rappelant dès lors un peu plus le faucon cresserelle. En fait, le faucon cobèze est intermédiaire entre le obro et le cresserelle que je vais d'ailleurs rajouter ici à l'écran, mais qui n'est pas sur la page du faucon d'Éléonore. C'est très intéressant d'avoir ces formes en tête. Le faucon cobèze, par exemple, c'est un magnifique rapace, mais il a plein de plumages différents. Le mâle adulte est bleu foncé, avec du rouge sur le bas-ventre. La femelle est totalement différente. Elle a des très belles couleurs, orangées, jaunâtres, la tête pâle, en masque foncé. Et le jeune, lui, il peut rappeler plus le faucon obro, étant plus strié, dans des tons plus blanchâtres, et il est effectivement parfois confondu avec le faucon obro, juvénile en particulier, puisque les juvéniles de l'un et de l'autre n'ont pas de rouge au sous-caudal, et donc ce sont deux faucons assez gris, assez striés, qui peuvent effectivement être confondus. La forme est toujours le meilleur critère. Alors on n'a pas tout à fait le tour. À l'inverse de ces faucons qui se reconnaissent assez bien à la forme, il y a le faucon cresserellette, qui est presque indiscernable du faucon cresserelle. Alors, la leçon est déjà plus longue que ce que je souhaitais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Éventuellement, on fera une page comparative. Mais il y a une condition pour faire une page comparative. J'en parlerai dans les groupes. Mais vous avez une page sur le faucon cresserellette. Je vous invite d'aller la voir avec les très belles photos de Joël. Et comme ça, vous pourrez vous familiariser. Notez que de façon générale, pour voir le faucon cresserellette en France, il faut chercher. Il y a des petites colonies dans le sud, en particulier dans la plaine de la Crau, qui sont bien connues, qui sont protégées. Et donc si vous allez là, vous allez sans doute voir le faucon cresserellette, si vous allez à la bonne époque, puisque c'est un migrateur. Partout ailleurs, vous ne verrez que des faucons cresserelles. Le faucon cresserellette peut éventuellement s'égarer, très rarement, et son identification est très délicate, sauf si vous voyez en mâle adulte. Voilà, donc il y a une longue liste de faucons. Dans les exercices, je vous proposerai des espèces normales, communes de France, le faucon obro, le faucon cresserelle, le faucon cresserellette, le faucon d'Éléonore. Pour les exercices, le faucon pèlerin, le faucon émerillon. D'ailleurs, sur le groupe inconditionnel, un membre a publié une comparaison intéressante entre un faucon cresserelle et un faucon émerillon. Les outils didactiques peuvent être sur mon site internet, mais il y en a qui circulent comme ça sur les groupes, et donc c'est toujours intéressant de bien regarder. J'ai déjà parlé du faucon émerillon dans la leçon 13, donc si vous avez des difficultés avec celui-là, je vous invite à aller revoir cette leçon. Bien sûr, les guides de terrain vous donnent des critères d'identification que vous pouvez utiliser. Mais vous allez voir qu'en pratique, sur le terrain, on voit surtout des silhouettes en vol, et connaître les critères comme je vous les explique ici, de la longueur de la queue, de la longueur des ailes, eh bien c'est beaucoup plus efficace. Je termine en pointant un de ces critères justement, dont j'ai relativement peu parlé, c'est la proportion entre l'aile primaire et l'aile secondaire. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien reprenez cette photo et comparez le faucon cobèze du faucon obro, et regardez comme chez le faucon cobèze, l'aile secondaire, c'est-à-dire l'avant-bras si vous voulez, est court par rapport à la main. Les ailes du faucon cobèze sont plus courtes, mais ce qui les rend plus courtes, c'est l'aile secondaire, la partie la plus proche du corps. Comparé avec le faucon d'Éléonore. Le faucon d'Éléonore aussi a une aile secondaire un peu plus courte que celle du faucon obro. Mais l'aile primaire est beaucoup plus longue. Voyez, l'aile primaire, donc la main, la partie pointue, si vous voulez, depuis le poignet, fait plusieurs fois la longueur de l'avant-bras. Eh bien, ça c'est un critère intéressant, parce que quand on se familiarise avec ce critère, vous allez voir que ça va vous aider pour reconnaître l'autour des palombes de l'épervier d'Europe et bien d'autres rapaces, pas seulement les faucons. Et en plus, dans certains cas, si vous avez vraiment l'œil, vous pouvez reconnaître à la forme un mâle ou une femelle d'un faucon
pèlerin, par exemple. Chez le faucon pèlerin, la femelle a une aile secondaire plus longue que chez le mâle. Voilà. Donc, on a un petit peu approfondi un sujet qui est très vaste, et vous avez compris qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Si l'opportunité m'est offerte, notamment grâce aux bénévoles qui viennent m'aider, et vous êtes nombreux à avoir répondu à mon appel d'il y a quelques semaines, et donc nous sommes en train d'organiser le travail avec une équipe bien plus grande, et pour l'instant ça se présente bien, et aussi au niveau des dons. Alors j'avais demandé des dons et j'avais fixé un objectif pour le début de l'année. On n'y est pas encore, mais on n'est pas non plus au début de l'année, et je vois que les dons continuent à entrer petit à petit, et donc, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je remercie en tout cas tous ceux qui nous aident comme bénévoles, tous ceux qui offrent leurs photos, tous ceux qui nous font des dons, ponctuels ou mensuels, évidemment. À très bientôt, avec une prochaine leçon, sans doute, dans 2 semaines, si j'y arrive, par rapport à mon timing très chargé.